Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Bonjour, nous saluons aussi les internautes qui nous suivent en direct. Nous vous remercions d'être venus nombreux à cette conférence qui est organisée dans le cadre des rencontres notariales. Donc c'est la deuxième. Et le thème de cette conférence est anticiper sa succession. Donc nous allons voir un certain nombre de modalités de transmission par anticipation de son patrimoine afin d'éviter les éventuels conflits qui pourraient naître après le décès sans que la succession ne soit préparée. Donc il y a des modalités assez techniques qu'on va essayer de voir ensemble. On ne peut pas rentrer trop dans le détail puisque ce serait trop long. En revanche, on va balayer quand même un certain nombre de choses. Sachez également qu'à l'issue de notre entretien, il y aura des questions de la salle auxquelles nous allons tenter de répondre. Donc ce sera un échange plus simple pour répondre à votre curiosité ou à vos questions. Anticiper sa succession donc, permet déjà d'éviter les écueils, les conflits éventuels entre les héritiers au moment de sa succession. Quand on parle de succession, il faut savoir qu'on se trouve dans un statut particulier qui s'appelle l'indivision, laquelle indivision est un statut qui n'a pas été voulu, mais dans lequel les héritiers tombent de fait. C'est-à-dire que dans l'indivision, c'est un statut précaire, puisque chaque co-indivisaire peut demander à en sortir. Et c'est un statut qui génère des complications quant à la gestion des biens, puisque généralement il faut un accord de la majorité des indivisaires. D'où les soucis, notamment pour vendre les biens, pour payer les charges, pour entretenir le patrimoine. Et pour éviter ce statut qui est finalement assez incommode et inconfortable, on envisage généralement de faire du vivant des parents une donation. Alors, la forme la plus simple de la donation, c'est la donation dite simple. Donc c'est un acte qui est, s'il s'agit de biens immobiliers, obligatoirement notarié. Donation sous seing privé nulle. Il faut le savoir, il n'y a que les dons manuels qu'on peut faire sans acte notarié, mais néanmoins, il doit être enregistré à la recette des impôts. À l'exception du don manuel, le don manuel, c'est une remise d'une somme d'argent. Toutes les autres formes de donation doivent être notariées. Les procurations, s'il y a lieu, doivent être également notariées. Sinon, la donation est nulle. Donc, à travers la donation, on peut transmettre tout ou partie de son patrimoine au profit de notre personne, sans contrepartie, et laquelle donation est bien sûr irrévocable. Une fois que c'est donné, c'est fini. On peut aménager une clause particulière, néanmoins, qui s'appelle le droit de retour. Le droit de retour qui prévoit qu'en cas de prédécès du donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le donataire, sans lui-même avoir de postérité, donc sans enfant, on prévoit généralement que le bien donné reviendra intégralement dans le patrimoine du donateur. Et ce, sans aucun droit de succession. C'est ce qu'on appelle le droit de retour conventionnel, qui est généralement stipulé, prévu dans toutes les donations. Donc ça, c'est un point important. Alors, la donation simple est une donation qui ne génère pas de partage, à l'exception de ce qu'on verra tout à l'heure, la donation partage. Donc à travers la donation, on favorise une personne sur une autre, ce qui peut être utile notamment pour protéger une personne vulnérable. Il y a donc deux formes, deux modalités dans la donation. Ça, c'est un point important. Vous avez la donation classique qui s'appelle la donation en avancement de part successorale, ce qui s'appelait autrefois la donation imputable sur la réserve. C'est-à-dire que là, en fait, on privilégie une personne au jour de la donation, mais néanmoins, on maintient en valeur l'égalité entre les héritiers. En fait, c'est une avance sur héritage. Ce qui veut dire qu'au moment du décès du donateur, le donataire donc, qui a reçu un bien devra en faire le rapport à la succession. Ce qui veut dire qu'on va recalculer, en fait c'est un peu technique, une masse de calcul pour, en réintégrant cette donation pour savoir si la réserve des enfants est intégralement respectée. Donc sachez, retenez simplement qu'une donation en avancement de part successorale
eh bien, on en tient compte évidemment au moment du décès. C'est simplement une avance sur héritage qui se fait par anticipation. La deuxième forme de donation qui est un petit peu plus lourde pour les autres héritiers, c'est la donation hors part successorale. Cette donation, elle, c'est un avantage qui est fait par rapport aux autres enfants. Pourquoi? Parce que cette donation hors part va s'imputer sur une quote-part de la succession qui s'appelle la quotité disponible. Alors, la quotité disponible, c'est un pourcentage de la succession qui peut être légué ou donné à qui on souhaite. Ça peut être un héritier, ça peut être aux orphelins apprentis d'Auteuil qui sont en bas d'ailleurs, ça peut être toutes sortes d'associations. Et quand on a un enfant qu'on veut privilégier, on prend généralement cette forme de la donation hors part pour l'imputer sur la quotité disponible. Alors la quotité disponible, elle varie en fonction du nombre d'enfants. Lorsque vous avez un enfant, la quotité disponible est de moitié. Lorsque vous avez 2 enfants, la quotité disponible est d'un tiers. Et lorsque vous avez 3 enfants ou plus, après quel que soit le nombre, ça ne bouge plus, c'est un quart. Bon. Imaginons qu'il y ait 3 enfants, vous faites une donation précipitaire, et bien dans cette hypothèse, ce qui a été donné va s'imputer sur le quart, donc c'est la quotité disponible, sans toucher à la réserve de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va à la fois profiter de sa part de réserve, plus la quotité. Donc il y a effectivement un avantage. Voilà les 2 techniques, 2 modalités particulières de la donation. Tout à l'heure, je vous expliquais que la donation simple n'est pas une donation avec partage. Maintenant, nous allons parler de la donation partage. Donc la donation partage, c'est un autre schéma. C'est-à-dire que là, on fait intervenir non pas un enfant, mais plusieurs enfants, ou tous ces enfants. Et ça permet donc de répartir son patrimoine dans le cadre d'un partage définitif des biens entre les donataires. Donc on fait une masse de biens. Si on a, je sais pas, une maison, un appartement, des titres, ils vont faire partie de la masse. Et ensuite, on divise par 3 et chaque enfant récupère un tiers de la masse. Alors l'un va avoir la maison, l'autre les titres et le troisième, c'est pas l'appartement par exemple. Voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'à la fois on donne mais on partage, ce qui fait qu'à aucun moment les enfants se retrouveront en indivision, puisque par définition on leur a attribué déjà un bien. Cette donation partage, comme la donation simple, peut prévoir également une réserve d'usufruit au profit des parents donateurs. Une réserve d'usufruit, ça veut dire que les parents vont toute leur vie durant jouir de l'usufruit qui est un droit double, l'usus et le fructus, le droit à l'usage du bien, mais également le droit au revenu. Si le bien est loué, par exemple, les loyers retournent dans le patrimoine des parents. Donc cet usufruit est réservé et on stipule également la réversibilité de l'usufruit au profit du conjoint survivant, qui fait que jusqu'à la fin, les parents sont vraiment tranquilles et les enfants ont le statut de nus propriétaires pendant toute la durée de vie de l'usufruit. Ce qui veut dire que les enfants ne recueilleront l'usufruit qu'au jour où les 2 parents auront fermé les yeux de façon définitive. Je précise que cet usufruit, lorsqu'il retourne sur la tête des nus propriétaires, il n'y a aucune fiscalité, c'est gratuit, c'est automatique. Ça fonctionne comme un aimant, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc la donation partage, c'est intéressant. Il y a un autre intérêt sur le plan civil, c'est que la valeur des biens qui est donnée, qui est valorisée au jour de la donation partage, va rester la même valeur au jour du décès. Clairement, on ne réévalue pas les biens, la valeur des biens. Donc ça, c'est quand même extrêmement utile parce qu'il y a une égalité et généralement, la donation partage n'est pas remise en cause, il n'y a pas de rapport à faire puisque la valeur des biens est la même. Alors, une limite quand même à la donation partage récente, si vous donnez un bien en indivision dans le cadre de donation partage, mettons vous avez un appartement à Paris, et 3 enfants, vous donnez à chaque enfant un tiers du bien en nue propriété. La Cour de cassation requalifie la donation partage en donation simple. Pourquoi? Parce qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de partage. Et oui, parce que si on met un bien en individu, il n'y a pas de partage, on donne, c'est tout. Ça veut dire que les règles que j'ai su énoncer, savoir la valorisation du bien un jour de la donation, ne s'appliqueront pas.
à cause de cet arrêt de la Cour. C'est-à-dire que les notaires sont en train de revoir leur façon de procéder lorsqu'on veut transmettre un bien dans le cas d'une donation-partage en indivision. Voilà, ça c'est un point que je voulais vous signaler, qui n'est pas trop connu. Deux autres types de donations. Alors, en ce qui me concerne, je ne l'utilise pas très souvent, mais ça existe. Vous avez la donation graduelle. Le donateur donne un bien à un donataire, une personne, monsieur X, à charge pour lui de conserver le bien et de le transmettre à son décès à un second donataire qui est désigné dans l'acte de donation. Donc, en fait, ça marche, il y a deux étapes, si vous voulez. Première donation à monsieur X, et l'obligation de ce monsieur, c'est de le transmettre à un autre. Cet outil juridique a son importance, puisqu'il permet au premier donataire d'avoir des ressources pendant sa vie. Et il sait également que, pour le donateur, que cet immeuble qui aura été transmis restera dans la famille ou sera récupéré par la personne de son choix. La deuxième modalité, c'est la donation résiduelle. C'est un petit peu différent. Dans ce type de donation, le donateur prévoit qu'une personne ne recueillera uniquement ce qui subsistera de la donation consentie à une première personne. C'est-à-dire, en fait, c'est l'étape suivante, je donne un bien à monsieur un tel, ce monsieur pourra aliéner le patrimoine éventuellement, recueillir les fruits bien évidemment, et au décès de ce premier monsieur, ce qui restera est légué à une autre personne, donc qui recueillera le résidu, d'où le nom de donation résiduelle. Dans cette modalité, le premier donataire n'a donc pas l'obligation de conserver le bien, ce qui lui laisse donc une plus grande liberté quant à la gestion du bien immobilier ou de son patrimoine. Maintenant, je vais passer la parole à ma voisine qui va continuer l'exposé. Donc après ces donations, il y a une autre donation partage plus particulière puisqu'elle permet de gratifier des petits-enfants. C'est la donation partage transgénérationnelle. Donc on peut imaginer dans une famille un enfant qui veuille ne pas recevoir, ne pas être gratifié au sein de la donation partage et laisser sa place à ses propres enfants, c'est possible. Donc on va établir une donation partage au profit des enfants acceptants et un ou plusieurs enfants seront représentés par leurs propres enfants. Donc ça suppose bien entendu que les enfants soient déjà installés dans la vie et n'aient pas besoin d'être gratifiés. Donc on va gratifier directement des petits-enfants. Bien sûr, cette donation partage va venir consommer la réserve de leur propre auteur. Donc l'enfant, lui, la part que son enfant a recueillie dans la donation partage va venir en moins dans la part qu'il va recevoir de son auteur. C'est une donation qui peut être intéressante. Dans ces donations partage transgénérationnelles ou dans la donation partage, on peut introduire des biens donnés, mais on peut réintroduire des biens qui ont déjà été donnés et les partager à l'occasion de cette donation partage. Donc, on a fait des donations, on souhaite partager les enfants, on réunit les différentes donations qu'on a déjà consenties au terme d'une donation partage et on va procéder à un partage entre chacun. On peut aussi, au terme d'une donation partage, attribuer un bien à un nouvel enfant, à une nouvelle personne. Un des enfants qui a été attributaire d'un bien, qui a été donataire, ne souhaite plus être donataire de ce bien et ce bien pourra être donc attribué à une autre personne. Donation partage transgénérationnelle ou donation partage, comme le disait tout à l'heure Maître Jamet, on peut faire des réserves d'usufruit également au terme des donations. Ça permet de réduire la fiscalité, d'une part. Et par ailleurs, ça permet au conjoint survivant, lorsque c'est lui qui est bénéficiaire de cet usufruit ou au donateur, de quand même conserver la jouissance d'un bien, d'en conserver les revenus, de pouvoir continuer à utiliser la chose. Pourquoi pas envisager également des quasi-usufruits, qui est l'usufruit sur un bien meuble tel qu'une somme d'argent, qui permet à l'usufruitier de devenir plein propriétaire de la somme d'argent, à charge pour lui d'avoir une dette vis-à-vis du nu propriétaire et de lui remettre la somme d'argent à son décès.
Alors, concernant les règles, toutes ces donations sont très intéressantes, à condition, bien entendu, qu'on respecte les règles de la réserve et de la quotité disponible, comme nous le disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter atteinte aux règles de la réserve en France, qui est d'ordre public. Donc, si vous donnez trop à vos petits-enfants, eh bien, certains qui ont reçu peuvent être amenés à restituer tout ou partie de ce qu'ils ont reçu. Donc il ne faut pas voir que l'aspect fiscal lorsque vous consentez des donations, il faut voir les implications civiles que peuvent avoir les donations que vous avez consenties. Sur la réserve et la quotité disponible, depuis quelques années, on peut également renoncer par avance à l'action en réduction. Donc on peut imaginer un parent qui veuille plus gratifier un enfant qu'un autre. Eh bien, il peut demander aux autres enfants, par avance, si cette donation venait à porter atteinte à leur réserve, par avance à renoncer à engager une action en réduction. Donc c'est un acte très important qui se fait en présence de 2 notaires. La personne qui renonce à l'action en réduction doit être informée de ce à quoi elle renonce. Et cette renonciation ensuite, lorsqu'elle a été acceptée, devient définitive. Ça permet également de sécuriser une donation, puisqu'une donation c'est quelque chose d'incertain. Tant que le partage n'est pas intervenu, le donataire n'est pas certain de pouvoir conserver le bien sans avoir à verser une indemnité. Alors, nous allons passer à la fiscalité des donations. Donc je reprends la parole. Fiscalité des donations, vous savez bien, quand on donne, il y a une taxation. Je ne parle pas des honoraires du notaire, mais je parle des droits de mutation à titre gratuit qui sont payés au moment de la signature de l'acte de donation chez le notaire, et le notaire verse les droits de mutation à titre gratuit à l'État lors de la publication de l'acte à la conservation des hypothèques ou à l'enregistrement s'il n'y a pas de bien immobilier. Donc les droits de mutation, c'est un point important parce que quand on fait une projection patrimoniale, c'est la première chose à laquelle on pense comment ça va me coûter. Alors sachez qu'il y a des abattements en cas de donation à des descendants qui permettent évidemment de réduire la base de calcul des droits de mutation. L'abattement en ligne directe est de 100 000 € par enfant et par parent. Voilà, 100 000 €. Je précise que si vous faites la réserve d'usufruit, quand j'en avais parlé tout à l'heure, sur le bien donné, mettons l'exemple de le bien vaut 200 000 €, vous donnez à votre fils, vous réservez l'usufruit, vous avez, on va dire, 63 ans. Votre usufruit vaut en valeur fiscale 40%. Qui fait que vous allez transmettre 60% de la somme qui correspond à la nue propriété. 60% de 200 000, ça fait 120 000. Donc l'abattement étant de 100 000 €, taxation 20 000. Voilà. Donc c'est quand même intéressant cette réserve d'usufruit aussi pour des raisons fiscales. Alors après, vous avez, je crois qu'on vous a tout mis à peu près. En cas de pour le petit enfant, l'abattement est de 31 865 €. Ça ne sert à rien de les apprendre par cœur, parce que ça change tout le temps. Et vous pouvez trouver ça facilement sur Internet ou chez votre notaire préféré. L'abattement, quand vous faites une donation à votre conjoint, il est de 80 724 €. Je précise que le conjoint survivant, en cas de décès, ne paye pas de droits de succession. Vous le savez, je pense. Depuis la loi TEPA de 2007, M. Sarkozy, le partenaire pacsé et le conjoint survivant ne payent pas de droits de succession. C'est très, très important. L'intérêt du Pax, effectivement, je pense. Ensuite, entre frères et sœurs, l'abattement est de 15 932 €. Neveu-nièce, 7 967 €. Arrière-petit-enfant, 5 310 €. Et pour les personnes qui sont handicapées, elles ont un abattement supplémentaire qui se cumule avec l'autre abattement. L'abattement supplémentaire est de 159 325 € quand il y a handicap. Alors, cet abattement
mettons le premier de 100 000, il est renouvelable tous les 15 ans. Voilà, donc il faut attendre 15 ans avant de refaire une donation si on veut bénéficier de l'abattement. Non pas que vous ne puissiez pas refaire une donation, vous avez le droit d'en faire quand vous voulez. Sur le plan civil, il n'y a aucune limite. Sur le plan fiscal, celui qui veut payer le moins possible, généralement, il essaye de faire en sorte que l'abattement soit en partie reconstitué, pour éviter de payer trop de droits de succession, trop de droits de donation. Pardon. Autre forme de fiscalité d'abattement, c'est un abattement sur les donations exceptionnelles, dites Sarkozy. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Il s'agit de dons manuels. Vous donnez de l'argent à quelqu'un. Eh bien, c'est exonéré à hauteur de 31 865 €. Et ce, tous les 15 ans. Il y a quelques modalités pratiques pour pouvoir bénéficier de cet abattement. Il faut que ce soit donc la donation d'une somme d'argent en pleine propriété. Vous ne pourriez pas, par exemple, réserver l'usufruit sur cette somme au profit d'un enfant, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant, ou si vous n'avez pas d'enfant, d'un neveu ou d'une nièce, par représentation, un petit-neveu ou une petite-nièce. Voilà, les possibilités de donataires sont quand même limitées. Autre condition. Le donataire, donc celui qui reçoit l'argent, doit être majeur ou émancipé. Et le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Si vous rentrez dans les fourches coding, c'est bon. Donc c'est une fois tous les 15 ans. Et cet abattement donc exceptionnel, il se cumule, enfin il se rajoute à l'autre, l'autre abattement de 100 000 si vous donnez à vos enfants. Et c'est par parent et par enfant. Fiscalité plus récente, loi de finances 2015. Il y a eu deux cas d'exonération partielle de droits de mutation qui ont été créés. Premièrement, sur les donations de terrain à bâtir. Il faut que la donation du terrain soit faite en pleine propriété, que l'acte notarié soit signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, et que le donataire qui reçoit prenne lui-même l'engagement de construire des locaux d'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la signature de la donation. L'autre exonération, il s'agit des donations de logements neufs à usage d'habitation, sous réserve que le permis de construire soit obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, que l'acte de donation soit signé dans les 3 ans suivant l'obtention du permis de construire, que cet acte soit appuyé de la déclaration attestant de la conformité des travaux, et enfin que le bien n'ait jamais été occupé au moment de la donation. C'est beaucoup de conditions. Enfin, si vous réunissez tout ça, vous bénéficiez d'une exonération qui est de 100 000 € si la donation est consentie au profit d'un enfant, d'un ascendant, d'un conjoint, d'un partenaire pacsé, 45 000 € si le bénéficiaire est une sœur ou un frère, et enfin 35 000 € pour les donations faites à toute autre personne. Étant précisé que l'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €. Voilà, rapidement rappeler ces deux cas d'exonération. Alors ensuite, sur le calcul des droits proprement dit, vous avez un barème en ligne directe qui est progressif. Le barème, voilà, vous l'avez sous les yeux, donc je n'ai pas besoin de le relire. Sachez qu'en moyenne, on est dans la tranche à 20%, entre 15 932 et 552 324 par donataire, je précise. Entre époux, alors ça c'est les donations entre époux, on a vu que l'abattement était de l'ordre de 80 000 €, mais si vous dépassez cette somme, évidemment vous êtes taxé selon le tableau que vous voyez là. C'est pourquoi entre époux, généralement on déconseille, enfin en ce qui me concerne, de faire des donations du vivant. D'une part, la donation est irrévocable, et d'autre part, on évite d'arriver aux 80 000 €, alors qu'en cas de succession, évidemment, on ne paye aucun droit. La donation entre époux est irrévocable, maintenant, je le précise. Avant, c'était inverse. Ça a changé. Oui, voilà. Entre frères et sœurs, vous avez donc 35% en dessous de 24 430 €, et on est à 45% au-delà. Jusqu'au 4e degré inclus, 55%, et entre étrangers, au-delà du 4e degré non parents, 60%. Voilà, donc des personnes qui vivent en concubinage, qui n'ont pas d'enfants et qui sont un testament,
eh bien évidemment, ils vont payer 60%. S'ils s'étaient pacsés, ils n'auraient rien payé en cas de décès. Et oui, c'est lourd, hein, quand même. Je vous parle également du testament. Donc le testament, c'est un écrit qui est rédigé par une personne qui s'appelle le testateur, qui va indiquer de façon plutôt bien rédigée, on va dire, en consultant préalablement son notaire, c'est préférable, ses déductions de dernière volonté relatives à la répartition de son patrimoine. Donc l'intérêt, c'est que le testateur peut léguer l'intégralité de ses biens qui appartiennent au jour de son décès à la personne de son choix, dans les limites autorisées par la loi. Donc ce qui est important dans le testament, c'est la rédaction. Donc il y a des règles de forme. Premièrement, il faut qu'il soit écrit en entier de la main du défunt, ce qu'on appelle le testament holographe. Il doit être également daté et signé. On ne peut pas, par exemple, taper un testament sur une machine à écrire. En France, ça ne marche pas. C'est interdit. C'est nul. Deuxième forme de testament, c'est le testament authentique, qui est reçu par un notaire et 2 témoins, ou 2 notaires. Il est écrit de la main du notaire, sous la dictée du testateur. L'intérêt du testament authentique, c'est que, 2 choses intéressantes, c'est quand même la date. La date est certaine. On ne peut pas antidater ou pas se dater, la date est certaine. Et d'autre part, les notaires ou le notaire et les témoins bien peuvent affirmer que le testateur avait toute sa capacité intellectuelle et psychologique pour rédiger son testament, alors qu'un testament holographe qui est rédigé par le testateur chez lui tout seul, eh bien, ça peut être plus facilement contestable. Donc, si vous voulez vraiment un testament qui soit hors, je dirais, toute contestation possible, faites un testament authentique. Enfin, une dernière formule de testament qui s'appelle le testament mystique. C'est un testament en fait qui est rédigé de la main du testateur, qui est mis dans une enveloppe qui est fermée, cachetée, et qui est ensuite remis au notaire qui fait un dépôt du testament. Un dépôt, ce qu'on appelle un acte de souscription de testament mystique. Donc le notaire ne sait même pas ce qu'il est écrit sur le testament. Bon, l'intérêt du testament, c'est que vous pouvez, jusqu'à votre dernier souffle, en changer. Soit vous pouvez l'annulner, soit vous le modifier selon votre gré. Vous pouvez également faire un testament partage, c'est-à-dire que c'est un acte dans lequel vous allez attribuer votre patrimoine à chacun de vos légataires en faisant un partage du patrimoine. Donc il y a un intérêt de cela, ce type de testament, c'est qu'en fait, au décès, les héritiers sont tenus de prendre le lot qui lui est attribué dans le testament. S'il ne voulait pas respecter le testament, à ce moment-là, c'est comme s'il avait renoncé à la succession. Donc c'est très fort comme effet, c'est dissuasif. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je repasse la parole à Maître Magnan qui va continuer l'exposé. Alors, sur l'assurance vie est un produit intéressant. De nombreux Français en possèdent. Vous en possédez peut-être des contrats d'assurance vie. Donc, le contrat d'assurance vie, c'est un contrat que vous souscrivez auprès d'un assureur et vous lui demandez à votre décès de payer une somme déterminée à un bénéficiaire. L'assurance vie a connu un grand succès, ce qui explique une fiscalité qui est devenue de plus en plus complexe. Personnellement, je n'ai jamais considéré que le contrat d'assurance vie était un produit exonéré. Pour moi, il est soumis à une fiscalité particulière. Cette fiscalité, elle est liée, je vais vous le montrer là, à la date à laquelle vous avez souscrit le contrat, à la date à laquelle vous avez pu verser des primes. Mais il faut tenir compte également, pour des époux mariés sous un régime de communauté, à ce qu'on a appelé la réponse ministérielle Baquet, qui nécessite que le contrat d'assurance vie figure à l'actif de la communauté dans la déclaration de succession et donc est soumis, pour les contrats d'assurance vie souscrits par le conjoint survivant, en partie à une fiscalité.
hein. C'est ce qui me permet de dire qu'on ne peut pas affirmer qu'un contrat d'assurance vie est totalement exonéré de droits de succession. Le contrat d'assurance vie reste un produit intéressant parce qu'il vous permet de bénéficier d'abattements supplémentaires. Alors, si vous êtes marié sous un régime de communauté, si vous avez souscrit des contrats d'assurance vie l'un et l'autre, il y a une petite adaptation de votre régime matrimonial qui vous permet d'échapper à l'imposition des contrats d'assurance vie. En stipulant une clause de prélèvement par le conjoint survivant des contrats d'assurance vie dits non dénoués, c'est-à-dire les contrats d'assurance vie qui ont été souscrits par le conjoint survivant. C'est particulièrement intéressant. Cette adaptation de votre régime matrimonial quand on est en communauté est peu coûteuse. C'est un peu moins de 1 000 €, je dirais, hein, entre la publication et les modifications à faire. S'il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants. Ou si les enfants sont majeurs. Donc attention sur la fiscalité sur les assurances vie. Je vous dis, une adaptation de votre régime, ça tourne à peu près autour de 1 000 €. Donc renseignez-vous, quel est le coût de fiscalité que généreraient ces contrats, quelle est l'économie à laquelle vous pouvez bénéficier et voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc je vais peut-être... Ah non, c'était terminé, c'était le tableau. Donc vous voyez que la fiscalité est très complexe sur l'assurance vie. Elle dépend vraiment de la date à laquelle vous avez souscrit le contrat et des dates auxquelles vous avez versé des primes. Et s'ajoute à cela la réponse ministérielle Baquet qui fait qu'un contrat qui, par exemple, a été souscrit avant le 20 novembre 91 et les primes versées avant 98 peut être soumis à fiscalité. Si ce contrat-là a été souscrit par le conjoint survivant d'un couple marié en communauté. Non. Divorcez pas pour vous paxer non plus, c'est pas la solution. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Oui, c'est une donation entre époux. Est-ce que le notaire ne doit pas adresser un justificatif à la personne qui a fait qui demande cela, de faire une donation universelle à telle personne? Alors, il l'enregistre. Je pense que vous évoquez une donation entre époux, madame. Ou avec enfant. Elle n'est pas universelle, votre donation. Donation universelle, on ne le fait pas entre parents et enfants? Non. Vous faites une donation entre époux qui porte sur l'ensemble du patrimoine. Au terme de votre donation entre époux, vous allez dire que vous allez transmettre soit la totalité de vos biens meubles et immeubles à votre conjoint, soit la plus forte quantité disponible entre époux. Parce que ma mère m'a fait un testament. Ah, c'est pas une donation. Vous êtes légataire universel, probablement. Légataire. Ouais, c'est autre chose. Et le notaire, il ne doit pas adresser un document de ce qui avait été dit. Du vivant du donateur, non, on est tenu au secret professionnel, madame. Ah d'accord, même pas à celui qui a fait faire l'acte. Très bien, merci. Merci. En cas de donation-partage à des enfants de biens immobiliers, c'est très difficile d'avoir des sommes équivalentes. Comment faire pour faire une compensation ? Est-ce qu'un enfant ne pourrait pas verser une soulte à l'autre enfant ? C'est une possibilité. Il y a parfois des cas où on consent une donation-partage. On va donner un appartement à un enfant et cet enfant va verser une indemnité à l'autre enfant. Et dans ce cas, pour les droits de succession, comment ça se... Enfin, pas les droits de succession, les droits de notariés, disons, comment ça se passe ? On diminue la somme de... Non, le bien donné, si vous donnez un appartement avec à charge de verser une soulte, le bien donné, c'est uniquement l'appartement. Oui, il ne l'a pas touché puisqu'il a donné une soulte à son frère.
Oui, mais quand vous consentez une donation partage, vous donnez un bien et vous le partagez. Donc, comme vous ne pouvez pas donner une moitié d'appartement à chaque enfant, il y en a un qui prend plus que la moitié, et pour rétablir ses droits de moitié, il va verser une soulte égale à la moitié. Oui, j'ai bien compris. Et sur les droits de succession, on paiera sur la totalité du bien donné, alors qu'il ne l'a pas. Oui, mais la fiscalité est payée par les 2 enfants. Chaque enfant subira une fiscalité sur la moitié du bien. D'accord. Il y a une autre possibilité qui est de dire on laisse la donation partage inégalitaire. C'est possible? Oui. Oui, absolument. Et on rétablira l'égalité à Dieu va, un peu plus tard. Et à ce moment-là, il n'y a pas de réévaluation de la valeur. C'est plus une donation partage. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. D'accord. Non, ou alors ce qu'il faut faire, c'est apporter le bien dans une société civile immobilière. Vous avez des parts sociales, et vous faites une donation partage des parts sociales. Là, vous pouvez le faire, et on est bien dans le cadre d'une donation partage avec partage. Puisque on a transformé un immeuble en part sociale, dans le cadre d'une société civile. Oui, dans le cas dans le cas d'une donation simple, quelle est la date qui fait foi pour la réévaluation du bien? Est-ce que c'est la date du décès? Oui. C'est la valeur d'essai selon l'état du bien au jour de la donation. Ce qui veut dire clairement que si l'enfant donataire a fait beaucoup de travaux qui ont donné une plus-value importante au bien, on ne doit pas tenir compte des travaux qu'il a fait. C'est donc valeur d'essai selon état au jour de la donation. Oui. Bonsoir. Dans le cas où la donation partage a été faite, dans quel cas un enfant peut-il refuser la succession? La donation partage et la succession sont 2 actes différents. C'est-à-dire que des enfants peuvent très bien accepter une donation partage et par la suite renoncer à la succession. Ah, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais dans quel cas? Si vous considérez que la succession, par exemple, est négative, s'il y a plus de dettes, plus de passifs que d'actifs. Il n'y a pas d'autre cas. Dans quel cas envisageriez-vous une renonciation? C'est le cas d'une famille où les enfants ne s'entendent pas. Je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ma mère nous a fait une donation à mon frère et à moi le 22 février 1999. C'était un pourcentage sur l'appartement qu'on avait acheté à 3. Aujourd'hui, ma mère est âgée de 85 ans. Donc ma question, est-ce qu'elle peut encore nous faire une donation à mon frère et à moi de 100 000 € exonérés? Oui. Donc c'est pas du tout comme les dons manuels où il y a un... C'est 2 choses. D'accord. L'abattement de 100 000 € il s'est reconstitué puisque la donation de 89 a plus de 15 ans, nous sommes bien d'accord. Donc si votre maman a plus de 80 ans, elle ne peut plus bénéficier de l'abattement exceptionnel Sarkozy. En revanche, vous profiterez de l'abattement de 100 000 €. Oui, donc là, elle peut nous redonner encore à chacun l'équivalent de 100 000 €. D'accord, merci. Bonsoir, moi j'aimerais avoir plus de précisions concernant les assurances vie, la clause de prélèvement. Vous avez parlé lorsque le couple est marié sous la communauté. C'est pas très clair. Quand vous êtes marié sous un régime de communauté, chacun des époux peut avoir souscrit des contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie souscrits par l'époux décédé sont des contrats qui sont dénoués. Puisque la personne est décédée, le montant sera versé aux bénéficiaires. Toutefois, les contrats souscrits par le conjoint survivant lors du premier décès sont non dénoués. Et d'après une réponse ministérielle, ces contrats doivent figurer dans la déclaration de succession à l'actif
de la communauté. Donc ces contrats vont subir une fiscalité. D'accord ? Mais peu importe la clause du bénéficiaire. Peu importe la clause bénéficiaire, madame, tout à fait. Donc pour éviter cela, vous pouvez aménager votre régime matrimonial pour permettre au conjoint survivant, avant le partage de la succession, au titre de la communauté, de prélever les contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits. Ça évitera que ces contrats d'assurance vie ne subissent une fiscalité. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, monsieur. Bonsoir. Lorsqu'on envisage de donner un bien immobilier à son enfant, en dehors de la nue propriété, peut-on donner l'usufruit à titre temporaire? Oui, on peut le faire, madame. D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des... Fiscalement, ça se calcule par période de 10 ans. D'accord. Et après, si vous donnez l'usufruit temporaire de 10 ans, évidemment, au bout des 10 ans, ça vous revient, puisque la donation est faite sur un terme. Oui. Mais l'intérêt, c'est que finalement, vous pouvez faire profiter votre enfant des revenus, si c'est un bien immobilier, des revenus, des loyers, des revenus fonciers. D'accord. Et ça échappe en même temps, pour vous, de l'assiette de l'ISF. Ce n'est pas négligeable dans certaines hypothèses. D'accord, merci. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si un prêt familial pouvait être une solution envisagée si une donation a déjà été faite au plafond pour anticiper une future donation. Oui, ça peut être une solution. C'est-à-dire qu'on mettrait pas de mensualité, pas de taux et une franchise du nombre d'années qui reste pour faire une autre donation? Oui, ou simplement une reconnaissance de dette. Vous faites une reconnaissance de dette par acte notarié, il faut qu'elle soit enregistrée. Hein. Et ensuite, cette reconnaissance de dette, vous allez pouvoir la transformer et le parent va renoncer au remboursement qui va s'analyser comme une donation sur le plan fiscal. Merci. Bonsoir, maître. Quel est le quatrième type de testament que vous avez dit après le testament mythique? Mystique. Mystique. C'est spirituel. Voilà. Quel est le dernier, là, où vous avez dit où tout est sécurisé? Authentique. Si j'ai bien compris, une donation-partage ne peut s'appliquer qu'à des biens qui peuvent être clairement identifiés et séparés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer une donation-partage dans le cas où il y a un bien immobilier unique ou deux biens immobiliers uniques. C'est bien ça? Oui, il ne faut pas reconstituer une indivision, il faut qu'il y ait un vrai partage, madame. C'est ça. Donc on peut, dans une donation-partage, n'inclure que les biens séparables et le bien qui est commun n'est pas pris dans la donation-partage, finalement. On peut le faire, oui, absolument. On peut faire ça? Oui. Sauf à ce que celui qui a reçu plus que les autres verse, ce que disait mon confrère, verse une soulte à ses frères et sœurs. Laquelle soulte peut être payable à terme, précise. Bonsoir. Pour un bien immobilier situé à l'étranger, d'une personne étrangère, en France, on paye des droits de succession ou pas? Alors ça, c'est une question piège, monsieur. Très compliqué. Il y a plusieurs choses dans votre question. En réalité, il y a l'aspect civil et l'aspect fiscal. L'aspect civil, on ne va pas en parler ce soir, c'est trop compliqué. C'est une directive européenne qui s'est appliquée le 17 août 2015. C'est tout récent. Et alors, il faut donc appliquer généralement la loi où le défunt avait son domicile, avait sa résidence. C'est-à-dire que si cette personne, mettons, avait un appartement à Paris, mais en fait habitait, je ne sais pas, en Angleterre, par exemple, théoriquement, c'est la loi anglaise qui aurait dû s'appliquer. Ou au Maroc, c'est la marocaine. Sauf que la loi anglaise, elle veut garder sa compétence par rapport à nous, donc ça va créer des conflits. Tout ça, c'est l'aspect civil. Maintenant, l'aspect fiscal,
il faut voir si avec le pays, si votre personne était résidente française, donc la loi française qui va s'appliquer, la loi successorale fiscale française. Si un bien à l'étranger, il faut savoir s'il y a une convention qui a été signée entre la France et le pays étranger. S'il y a une convention qui a été signée, à ce moment-là, on va appliquer strictement la convention, ce qui évite les doubles impositions. Pour les pays européens, les conventions existent partout? Non, par exemple, avec l'Espagne, c'est compliqué. Voilà. Par exemple, si vous faites une donation à un Espagnol d'un bien immobilier en France, eh bien, il sera taxé chez nous et il sera taxé en Espagne. Il y a double taxation, parce qu'il n'y a pas de convention. Vous voyez. Donc votre question, elle est intéressante, mais je ne peux pas vous y répondre comme ça, c'est au cas par cas. Donc consultez votre notaire. Si je fais une... Oui. Si je veux faire une donation partage d'un appartement à 2 enfants majeurs, je vais créer une situation d'indivision, c'est ça? Donc, oui, tout à fait. C'est quelque chose que je dois éviter de faire finalement. Vous ne pouvez pas transmettre un appartement en indivision au terme d'une donation partage. Soit vous allez transmettre l'appartement à un enfant, à charge pour lui de racheter à l'autre enfant sa part, soit vous faites une donation simple, au terme de laquelle vous allez transmettre l'appartement en indivision. On peut également jouer, si on fait des donations simples, sur la clause du rapport. Si vous faites une donation en avancement de part successorale, donc imputable sur la réserve, vous pouvez très bien prévoir dans la donation de plafonner le rapport à une somme précisée dans l'acte. Donc le rapport, il sera forfaitaire à ce qu'aura décidé le donateur. Vous voyez ? Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près l'abattement qu'il y a lorsqu'on garde l'usufruit? Ça dépend de l'âge du capitaine. Donc, en gros, 50 ans, entre 51 ans révolus et 61 ans révolus, c'est 50% usufruit, 50% nue propriété. 61 ans révolus, 71 ans révolus, 40% usufruit, 60% nue propriété. 71 ans révolus, 81 ans révolus, c'est 30% pour l'usufruit et 70% pour la nue propriété. 81 ans révolus jusqu'à 91 ans, c'est 20% usufruit, 80% nue propriété. Puis ensuite, 80 ans révolus jusqu'à Mathusalem, c'est 10%, ça ne bouge plus usufruit, et 90% nue propriété. Voilà. Si un mariage sans contrat, monsieur, madame ont souscrit chacun un contrat d'assurance vie, disons monsieur décède, et le contrat est, la clause bénéficiaire est à madame. J'ai compris que le contrat de monsieur reviendrait dans le partage. Non, le contrat de monsieur revient au bénéficiaire, puisque monsieur est décédé. D'accord. Donc à madame. À madame. Mais au niveau des droits de succession? C'est les contrats souscrits par madame, conjoint survivant, oui, qui doivent figurer à l'actif de communauté dans la déclaration de succession. En totalité? Oui. Par moitié? En totalité. Mais ça ne doit pas bien se passer dans les études, ce truc-là? Non, je crois oui, mais que c'est pas madame qui est morte, qui est décédée. C'est ça oui, que je ne comprends mais pas. la réponse ministérielle impose que cet argent soit remis dans la communauté. C'était pas comme ça autrefois? D'accord. Non, ça date de quand? 2006 Oui. 2006 Ouais, il y a à eu peu plein près. de... C'était compliqué, il y a eu un arrêt avant qui s'appelait Pralika. C'était très compliqué. Oui. Donc Ouais. c'est le contrat de madame qui est mis dans la communauté. Et madame hérite De l'assurance vie de monsieur. Oui, et dans la succession, la part qui lui revient de monsieur, sans droit de succession.
Oui. D'accord, merci madame. Pour les pacsés, pourquoi c'est différent? Pour les pacsés. Il n'y a pas de communauté pour les pacsés. Donc ils échappent à cela. Comment se fait-il que les organismes bancaires ne parlent pas de cette... Alors, quand il y a un décès, maintenant, vous êtes automatiquement informé puisque la compagnie d'assurance vie vous écrit quand vous êtes conjoint survivant, vous rappelle la réponse ministérielle et vous indique qu'il vous appartient d'indiquer au notaire le montant des contrats d'assurance vie à déclarer et qui doivent figurer à l'actif de communauté. Malheureusement, ça se fait peut-être un peu trop tard. Trop tard, oui. Et ça devrait peut-être un peu plus se faire en amont. Absolument, merci. Vous avez mentionné la possibilité de plafonner le rapport à la succession. Est-ce que ça marche, que ce soit plus-value ou moins-value? Non, ce n'est pas une question de plus-value, ça. C'est une question de calcul de la réserve de la quotité disponible selon les règles définies par l'article 922 du Code civil. C'est un peu technique, mais plafonner le montant du rapport, c'est de dire, voilà, je donne un bien qui vaut 200 000 et je veux que le rapport soit 200 000. Peu importe que le bien au décès vaille 300 000, je plafonne à 200 000, donc le rapport est 200 000. Le surplus, l'excédent, c'est-à-dire les 100 000 de plus, s'imputera sur la quotité disponible. Donc en fait, on fait un avantage indirect à son fils pour que ça passe. Voilà. Il y avait une question devant là tout à l'heure, la jeune fille. Je voulais savoir quand est-ce que les compagnies d'assurance pourront donner au notaire le nom des bénéficiaires, parce qu'en pratique, ils sont tenus au secret professionnel. Et du coup, des fois, dans la pratique, on est bloqué. Oui, alors ça dépend des compagnies, hein. Il y a des compagnies qui révèlent le nom des bénéficiaires et des compagnies qui refusent de le révéler. Donc là, vous êtes obligé de passer par le ministère d'un avocat pour leur imposer de lever le secret professionnel. Bonsoir, je voulais vous demander quelles sont les conséquences d'une succession qui serait en grande majorité constituée d'assurance vie. C'est que vous échappez aux règles de la réserve. Vous voyez, avec une succession avec des réservataires, l'assurance vie vous permet quand même aujourd'hui de porter nettement atteinte à la réserve. Parce que vous pouvez désigner des bénéficiaires autres que les réservataires. Oui, c'est ça, mais en fait... Deuxième question qui est un peu liée, c'est en cas d'assurance vie qui constitue la majorité de la succession et de dette vis-à-vis de l'action sociale, sachant qu'apparemment toutes les dettes de l'action sociale seraient ou ne seraient pas récupérables. Enfin, voilà. Et qu'en est-il en fait? Donc en fait, est-ce que si c'est récupérable, on a intérêt, même dans le cadre d'une succession mobilière, de refuser, est-ce qu'on a la possibilité de refuser la succession? Vous avez toujours la possibilité de renoncer à une succession, qu'elle soit positive ou négative. Hein, vous pouvez toujours renoncer à une succession. Après, au niveau des aides sociales, il y a des aides qui sont récupérables, d'autres qui ne le sont pas, et certains montants de récupération qui sont plafonnés. Tout dépend des différentes aides dont la personne a bénéficié. Certaines aides sont récupérables, y compris sur les contrats d'assurance vie, d'autres non. Là, c'est plus ambigu parce que ça dépend réellement des textes et il y a notamment
la CNAV qui prétend récupérer des aides sur les contrats d'assurance vie, bien que là, les textes ne soient pas explicites, ne l'autorisent pas de manière explicite à pouvoir récupérer sur l'assurance vie. Donc là, il y a un aspect un peu ambigu où la loi n'ouvre pas ni ne ferme pas cette possibilité. Et où peut-on avoir les renseignements pour savoir si la dette en question est récupérable ou pas? Il faut voir directement avec la personne qui verse la dette, qui verse l'aide. Alors, de quelle aide parlez-vous? D'une aide dite sociale versée par le département? Oui, je crois que c'est ça. L'aide sociale versée par le département, elle est récupérable en principe jusqu'au premier euro. Hein? On ne parle bien sûr pas de l'APA. C'est l'aide. Voilà. Ok. Et si le montant disponible est inférieur à la dette, la différence n'est pas récupérable sur... Non. À partir du moment où les héritiers ont renoncé à la succession, l'aide sociale ne récupère qu'à concurrence de ce qui est à l'actif de la succession. Merci beaucoup. Quand vous êtes pas marié, pas pacsé, sans enfant, pour favoriser et transmettre à vos neveux et nièces, a priori, le point le plus intéressant, ça serait plutôt de l'assurance vie, ou pas forcément? Oui, l'assurance vie, c'est un très bon moyen de transmettre. Surtout quand on a moins de 70 ans, c'est un moyen très intéressant de transmettre pour utiliser les abattements. Donc oui, c'est un bon produit dans ce cas-là. Bon, et c'est aussi, ça peut être aussi en complément d'une donation sur des biens immobiliers ou pas forcément? L'inconvénient quand on donne, c'est que le bien sort de son patrimoine. Donc si vous deviez avoir besoin de réaliser ce bien pour financer par exemple votre dépendance, vous ne le pourriez pas. Oui, sauf si je garde l'usufruit. Oui, mais vous gardez l'usufruit, vous n'êtes qu'usufruitier. Vous ne pouvez plus vendre seul le bien. Hein. Ah oui, bon d'accord. Et vous ne percevez pas seul le prix non plus. Toutefois, vous pouvez peut-être utiliser les contrats d'assurance vie comme moyen de financer les droits de succession dus sur le bien immobilier, peut-être. D'accord. Merci. Plus de questions? Eh bien, je vous... Ah, si, monsieur. Les règles oui. Par rapport aux dates d'inscription, etc., ça vaut pour les contrats ou les changements de bénéficiaires? Non, c'est le jour où vous avez souscrit votre contrat et versé les primes. Hein. Ce n'est pas le changement de bénéficiaire. Le changement de bénéficiaire n'a pas d'impact sur la fiscalité. C'est autre chose. Okay. Eh bien, on remercie... On vous remercie, puis on va vous souhaiter une bonne soirée. Voilà.